Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Carrefour du Monde. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale que je prépare depuis 2 semaines où je voudrais vous parler uniquement de la situation en Chine. Tout le monde peut sentir qu'un changement profond est en train de s'opérer. Une nouvelle révolution culturelle a lieu en Chine aujourd'hui. Mais comme pour la révolution culturelle de Mao dans les années 60, elle a pour origine une lutte de pouvoir acharnée au sommet du régime. Les racines de cette guerre sont profondes, ses conséquences sont déjà immenses. C'est ce que je vais essayer d'explorer aujourd'hui. La sortie de la révolution culturelle a été permise par la mort de Mao et les politiques d'ouverture de Deng Xiaoping. L'une des premières mesures a été prise en 1978. Il s'agissait de redonner aux agriculteurs un accès à la terre par l'intermédiaire d'un contrat. Le nom complet en novlangue communiste était système de responsabilité contractuelle avec coproduction. En d'autres termes, sortir du système communiste de la gestion de la terre. Cette réforme agricole a eu un succès certain et a permis à un grand nombre d'agriculteurs de sortir de la pauvreté dans les zones rurales. Pourtant, le 27 août 2021, une notice du ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales a été publiée. Exploration continue et mise en place d'un mécanisme permettant aux agriculteurs de se retirer des terres sous contrat. Ce qu'indique cette notice, c'est que le régime chinois souhaite reprendre la terre qu'il avait concédée aux agriculteurs sous contrat. L'objectif de cette politique est évoqué vaguement dans le dernier paragraphe de la notice. Explorer de nouvelles façons d'exploiter les terres et les fermes inoccupées. Que le régime laisse entendre qu'il souhaite annuler une mesure aussi symbolique qui avait accompagné la sortie des errements et des horreurs de la révolution culturelle a interpellé les observateurs les plus attentifs. Et effectivement, le 29 août 2021, soit 2 jours plus tard, les porte-paroles du parti, du gouvernement et de l'armée chinoise comme Xinhua, CCTV, China Military Network ont publié un article au titre évocateur. Tout le monde peut sentir qu'un changement profond est en train de s'opérer. Le fait qu'autant de médias d'importance reprennent cet article indique clairement qu'il s'agit d'une instruction venant du plus haut niveau. L'article attaque d'abord l'industrie du divertissement en Chine et justifie la tempête qui frappe déjà cette industrie. Ensuite, c'est une révolution profonde que promet l'auteur. La Chine va entrer en pleine mutation de l'économique, du financier, du culturel et du politique. Je cite. La série d'actions de redressement de la République populaire de Chine nous dit que la Chine subit des changements majeurs, tant sur les plans économiques, financiers, culturels et politiques. On peut dire qu'il s'agit d'une révolution profonde. Le rouge revient, les héros reviennent et le retour est sanglant. Sanglant étant la traduction d'une expression chinoise difficilement accessible, mélange de sanguin, de violent, d'esprit combatif. Bien sûr, dans cet article, le peuple et le parti. Le parti est toujours pour le peuple, et tout ce qui bloque le changement du parti sera détruit. Ce changement profond est un retour à l'intention initiale du Parti communiste chinois, aux sources du socialisme. La fin de l'article rejette comme souvent la faute sur les États-Unis. Il ne faut pas compter sur les capitalistes, il ne faut pas que les jeunes perdent leur vigueur et leur masculinité en tant que force principale de l'anti-impérialisme et de l'anti-hégémonie. Si la Chine ne se découple pas des États-Unis et si elle n'est pas anti-américaine, alors elle s'effondrera comme l'Union soviétique à l'époque. L'article utilise cette expression « gratter les os pour soigner les blessures ». Traduction, attendez-vous à des moments douloureux et une vie difficile. La Chine est déjà prête pour s'isoler dans cette nouvelle révolution culturelle, quel que soit le prix à payer. Plusieurs mois après la parution de cet article, même si des résistances se sont fait entendre, nous pouvons voir que la ligne tracée par cet article a été suivie. En une décision, le parti a détruit le secteur économique des cours particuliers, qui s'élevait à plus de 100 milliards de dollars. Une chape de plomb s'est abattue sur le secteur du divertissement, et dans le domaine économique ou financier, plusieurs décisions ont mis en branle l'isolement de la Chine au détriment de ses entreprises. Dans des zones pilotes comme le Hubei, des paysans ont été invités à rendre leurs terres sous contrat aux collectivités locales. L'analyse de Tao Hui, ancien universitaire de Harvard, s'avère confirmée. Le PCC ne se soucie pas de savoir si la confiance des investisseurs internationaux envers la Chine sera détruite. La Chine retournera à l'époque où il affirmait que l'herbe du socialisme est meilleure que les récoltes du capitalisme.
Pour maintenir son pouvoir, il n'hésitera pas à détruire l'économie. » Fin de citation. Alors maintenant, intéressons-nous aux raisons de cette nouvelle révolution culturelle. Elle n'est pas le fruit du hasard, pas même le fruit d'une réelle volonté idéologique ou politique. Comme souvent, le passé éclaire le présent. Lors de la première révolution culturelle de Mao, ce dernier a lancé la jeunesse chinoise fanatisée contre l'appareil du parti dans le but de reprendre le contrôle sur ce dernier. Parce que le pouvoir était en train de lui échapper, il a accusé le parti de dérive droitière et capitaliste pour lancer les gardes rouges à la reconquête du pouvoir. Aujourd'hui, on retrouve également une lutte de pouvoir au plus haut niveau du régime à l'origine de cette nouvelle révolution culturelle. À l'intérieur du Parti communiste chinois, des forces opposées s'affrontent pour le contrôle de ce dernier. Organisés en factions, qu'on appelle aussi cliques, ces réseaux de pouvoir et d'influence peuvent se livrer des guerres sans merci. Les campagnes de lutte anticorruption sont souvent pour la faction au pouvoir, un moyen de cibler et d'affaiblir des factions opposées qui leur résistent et ainsi les soumettre. Aujourd'hui, deux cliques principales se livrent une guerre sans merci. La clique de l'ancien leader Jiang Zemin et celle de Xi Jinping. On peut cependant citer un nombre beaucoup plus important de cliques plus petites qui souvent finissent par prêter allégeance ou rejoindre une clique plus importante. Il y a des cliques territoriales liées à une province ou une ville, comme la clique du Zhejiang de Xi Jinping, la clique du Tianqi de l'ancien vice-président Zhang Qinghong, bras droit de Jiang Zemin. La plus connue est bien évidemment la clique de Jiang Zemin, dite aussi clique de Shanghai ou clique aux mains tachées de sang. Le sinologue Alex Payet l'appelle la clique de l'ancien régime. Jiang Zemin était maire de Shanghai avant d'être propulsé à la tête du régime par Deng Xiaoping à la faveur du massacre des étudiants sur la place Tiananmen le 4 juin 1989. Dans un autre genre, des cliques se forment autour du secteur industriel, comme la clique de l'aérospatiale qui a pris de l'importance à la fin des années 90 sous la direction du fils de Jiang Zemin. La clique militaire est certainement d'ailleurs sous le contrôle de la clique de l'aérospatiale, ce qui interroge sur le contrôle réel de l'armée par Xi Jinping, question importante quand on s'intéressera à Taïwan. Le secteur du pétrole est également dominé par plusieurs cliques. Alors je ne veux pas aller trop loin dans le détail, mais l'important ici est de comprendre qu'il ne faut absolument pas voir le régime chinois comme un bloc uniforme. En réalité, des groupes d'intérêts sont en perpétuel ajustement, négociation et recherche d'équilibre à l'intérieur du parti pour défendre au mieux leurs positions et intérêts. Ces relations sont rarement pacifiques, du fait même de la nature du parti, mais il arrive parfois qu'elles se transforment en véritable guerre. C'est ce qui se passe depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012, qui s'est engagé dans une lutte à mort avec la clique de Jiang Zemin. Alex Payet, que j'ai cité, en fait régulièrement des comptes rendus détaillés sur le site Asialist. La fuite au consulat américain de Chengdu du super flic Wang Lichun, la chute de Bo Xilai puis de Zhu Yongkang ont marqué l'éclatement au grand jour de cette guerre entre Xi Jinping et Jiang Zemin, qui continue aujourd'hui encore. Ce qui est important à comprendre, c'est que quand vous utilisez une campagne anticorruption pour attaquer une faction ennemie, le plus simple et le plus courant est d'utiliser certains crimes commis par cette faction, de les exposer pour la faire condamner. J'ai bien dit certains crimes, car en réalité c'est un jeu très dangereux pour la crédibilité même du parti. Révéler les crimes des factions ennemies, c'est révéler les crimes des fonctionnaires du parti. C'est pourquoi dans la plupart des cas, les crimes pour lesquels les fonctionnaires sont condamnés officiellement sont rarement les véritables crimes ou les pires crimes qu'ils ont commis. Depuis que Xi Jinping a commencé sa campagne anticorruption, en ciblant aussi bien les mouches que les tigres, plus de 1,2 million de fonctionnaires ont été condamnés. 1,2 million. Qu'est-ce que cela dit du Parti communiste chinois? Que c'est un puits sans fond de crabes corrompus. Dans cette guerre, Xi Jinping utilise le principal crime de Jiang Zemin, la persécution de la méthode bouddhiste Falun Gong, pour cibler les membres de sa faction, mais il ne le fait jamais de manière ouverte ou officielle. Comme le fait remarquer Alex Payet dans cet article de mai 2020, je cite, « La mise en examen de Sun Lichun doit se comprendre dans le contexte du démantèlement de l'ancien régime, le réseau tentaculaire de l'ex-président Jiang Zemin, en particulier le nettoyage de l'appareil de sécurité qui servait parfois encore les intérêts de Zhu Yongkang, Meng Tianzhu, mais aussi de Luo Gan, secrétaire de la Commission centrale des affaires politiques et légales de 1998 à 2007, premier directeur du groupe 610 et allié important de Jiang Zemin.
Ou encore, cette bataille s'exprime non seulement par les affiches de Xi ou par les resserrements des règles sur l'accès à l'information, mais aussi par le biais de la récente fermeture du bureau 610, en charge du mouvement Falun Gong le 22 mars dernier. Cela indique, encore une fois, que Xi tente de tirer un trait sur l'ensemble de la Chine de Jiang Zemin. Fin de citation. Le bureau 610 est une sorte de Gestapo chinoise mise en place par Jiang Zemin pour éradiquer le Falun Gong. Jiang Zemin, de son côté, utilise la persécution des Ouïghours, principalement l'œuvre de Xi Jinping, pour l'isoler et l'affaiblir sur la scène internationale, et donc par ricochet sur la scène nationale. Mais Jiang Zemin peut également créer des troubles sous d'autres formes pour menacer Xi Jinping. Dès 2012, des manifestations violentes anti-japonaises ont explosé dans plus de 100 villes en Chine simultanément. Manipulé par des proches de la faction de Jiang Zemin, c'était un moyen de perturber la passation de pouvoir et de dire à Xi Jinping « Laisse-nous tranquilles, sinon nous rendrons le pays ingérable ». Voici un extrait d'un article analysant la situation. Le 15 septembre 2012, lorsque des défilés et des rassemblements ont éclaté dans de nombreux endroits à travers la Chine, c'est avéré être le jour où le prince mystérieusement perdu Xi Jinping est officiellement réapparu. Ce matin-là, Xi Jinping s'est rendu à l'université agricole pour assister aux activités liées à la Journée nationale de la science populaire. Est-ce juste une coïncidence ? Compte tenu de la concurrence féroce entre les principaux dirigeants du régime au cours des 6 derniers mois environ, nous avons des raisons de croire que les actions de la police locale doivent venir d'un certain membre du comité central. Et Zhu Yongkang est le seul de haut niveau qui peut faire des vagues dans le système de la sécurité publique, connaître le moment où Xi Jinping va réapparaître, et un allié de Bo Xilai et a un fort désir de créer le chaos. Fin de citation. De la même manière, Hong Kong est connu pour être la chasse gardée de Zhang Xirong, bras droit de Jiang Zemin, et c'était justement le super flic Sun Lichun, qui vient d'être purgé comme on l'a vu, qui était responsable de gérer les manifestations. Le pourrissement de la situation a été analysé comme un moyen pour le réseau de Zhang Xirong de faire pression sur Xi Jinping. D'après cet article, selon une source d'information de haut niveau à Pékin, les événements en cours à Hong Kong ont tous été déclenchés par Zhang Xirong dans les coulisses. En juin 2013, le magazine de Hong Kong anticommuniste Combattre, qui a cessé de paraître en 2017, a révélé les paroles de Zhang Xirong devant le comité de coordination de Hong Kong et Macao. Il a dit « Hong Kong est dans le chaos politique. La clé est de s'emparer du pouvoir et de s'engager dans l'indépendance politique. Plus il y a de chaos, plus il est facile d'y faire face. Selon la politique établie, l'équité négative sera là quand l'énergie positive de Hong Kong sera éteinte. » Ces mots ont révélé que Zhang Xirong voulait s'emparer du pouvoir, voulait détruire Hong Kong et voulait épuiser l'énergie positive de Hong Kong conformément à sa politique d'origine. En fin de compte, tout ce qui restera à Xi Jinping est une équité négative, c'est-à-dire seulement un fardeau et beaucoup de désordre. Fin de citation. Alors, équité négative est une expression que Zhang Xirong emploie pour menacer Xi Jinping. Si tu m'attaques, je t'attaquerai en retour, quitte à ce que nous soyons tous les deux détruits. L'industrie du divertissement de Hong Kong a toujours été considérée comme contaminée par la pègre. Le célèbre Dragon 5, Xiang Huatiang, est un magnat de l'industrie du divertissement et du cinéma de Hong Kong, le propriétaire de Yongchang et de China Star et le chef légendaire de la pègre de Hong Kong. Les médias de Hong Kong ont rapporté que le frère cadet de Zhang Xirong, Zhang Qinghuai, avec Yang Shucheng et Dong Ping, sont le triangle de fer du divertissement le plus influent dans les arts du spectacle chinois et hongkongais. Zhang Qinghuai est l'ancien commissaire du ministère de la Culture de Hong Kong, mais il est également le chef des agents spéciaux à Hong Kong et à Macao. Il est chargé de collecter des renseignements sur les groupes d'opposition et les groupes du Falun Gong à Hong Kong, courtisant les artistes pour qu'ils s'engagent dans le front uni de la clique de Jiang Zemin dans les moments critiques. Sur la scène internationale, j'ai été particulièrement surpris par l'évolution soudaine de la couverture médiatique du régime chinois dès que Xi Jinping est arrivé au pouvoir. Dès son arrivée, Xi Jinping a eu droit à des critiques particulièrement hostiles de la part de la presse internationale comme française, alors que ses prédécesseurs, Hu Jintao ou Jiang Zemin, avaient été largement mieux traités. Ce changement de position était très surprenant, surtout quand on sait que les crimes de Jiang Zemin, notamment dans la persécution du Falun Gong, sont bien pires que ceux de Xi Jinping.
Mais je tiens à préciser que cela ne veut pas dire que Xi Jinping serait la bonne personne dans cette guerre. Les deux ont les mains couvertes de sang. Seulement Xi Jinping a du sang jusqu'au coude, Jiang Zemin baigne littéralement dans une mare de sang. Aujourd'hui encore, vous entendrez parler du Xinjiang, des Ouïghours, mais très rarement, voire jamais, de la persécution du Falun Gong ou du trafic d'organes dont sont encore majoritairement victimes ces pratiquants. Pourtant, dans ce trafic d'organes, ces prisonniers de conscience sont mis à mort, à la demande, pour voir leurs organes prélevés et vendus. Et on parle de 100 000 transplantations d'organes par an. Ce qui a fait dire à David Kilgour, ancien ministre canadien, qui a personnellement enquêté sur cette question, que le régime communiste chinois faisait passer les nazis pour des enfants de cœur. Alors pourquoi ce deux poids, deux mesures ? La période de l'ancien régime de Jiang Zemin était une période de corruption totale, mais ouverte sur le monde. C'est-à-dire que l'Occident cupide et corrompu pouvait également en profiter. Quand George Soros a publié en août de cette année un article d'opinion dans le Wall Street Journal, il a condamné Xi Jinping comme un danger pour le monde, mais il n'a pas condamné le parti ou le régime en lui-même. Soros a rappelé que Deng Xiaoping voulait que la Chine s'élève au sein des sociétés ouvertes du monde. Et, je cite Soros, son approche a fait merveille. Il a même mieux géré la crise financière mondiale de 2007-2008 que le monde développé. Donc pour George Soros, et en fait pour beaucoup de financiers, politiques et industriels d'Occident, l'âge d'or des relations avec la Chine était à l'époque de Deng Xiaoping et de Jiang Zemin, avant 2012. À cette époque, ils pouvaient gagner de l'argent facilement, main dans la main, sur le dos du peuple chinois et du monde entier. Quand Xi Jinping a attaqué les réseaux de Jiang Zemin, il a souvent nui aux intérêts économiques de cette oligarchie financière occidentale. Donc critiquer Xi Jinping et la situation au Xinjiang, quelle que soit la réalité des crimes qui y sont commis, ne procède souvent d'aucune sincérité, mais représente juste un moyen de l'affaiblir. Le 1er décembre, Voice of America a rapporté qu'un lot de documents liés au Xinjiang, publiés par l'universitaire allemand Adrian Zenz, qui étudie les problèmes du Xinjiang, a montré que Xi Jinping et l'ensemble de la direction du Parti communiste chinois ont persécuté les musulmans ouïghours du Xinjiang et d'autres minorités ethniques. Ces documents contiennent la politique hautement sensible de Pékin sur le Xinjiang et presque tous les documents sont classés comme confidentiels. Il a d'abord été divulgué au New York Times par des politiciens chinois qui a publié un article en novembre 2019. Alors, qui a divulgué ces documents du Xinjiang ? Xi Jinping a été critiqué par la communauté internationale à cause de la question du Xinjiang. Certains pays ont même accusé Xi de génocide. En tant que chef dans les coulisses de la faction de Jiang Zemin, Jiang Qingrong ne manquera pas de le voir et de l'utiliser. Par conséquent, plusieurs analystes pensent que ces documents du Xinjiang ont certainement été divulgués à l'étranger par la faction de Jiang Zemin. La question qui se pose maintenant est pourquoi Xi Jinping n'utilise pas quant à lui la persécution du Falun Gong de Jiang Zemin pour l'attaquer directement et ouvertement, alors que les plus grands tigres qu'il a ciblés dans sa campagne anticorruption sont les premiers impliqués dans cette persécution. Il est fondamental de comprendre ce point pour voir comment l'évolution de cette guerre entre Jiang Zemin et Xi Jinping peut menacer directement l'existence du parti. Le Parti communiste chinois a officiellement désigné 5 poisons qu'il devait combattre et éliminer. Les indépendantistes tibétains, les indépendantistes ouïghours, les indépendantistes taïwanais, les pro-démocrates, notamment à Hong Kong, et enfin les pratiquants de la méthode bouddhiste Falun Gong. Alors je fais exprès ici d'insister sur la répétition du mot indépendantiste, pour faire ressortir la différence entre ces 5 poisons. La question du Falun Gong est la seule qui concerne directement et en nombre l'ensemble des différentes ethnies chinoises, et en particulier l'ethnie Han. Les autres sont des questions périphériques à l'empire du milieu, certes stratégiques mais périphériques, et qui peuvent être pour la plupart assimilées à des mouvements indépendantistes, donc hostiles à l'unité nationale. Cela veut dire que pour la propagande chinoise, il est plus facile d'acquérir le soutien de l'ethnie Han majoritaire en soufflant sur les braises du nationalisme, en particulier sur la question du Xinjiang et de Hong Kong. À titre d'exemple, durant les manifestations à Hong Kong en 2019, j'avais demandé à un ami chinois de sonder ses anciens amis d'université, et en particulier ceux qu'il savait avoir un avis critique sur le régime communiste. La violence de leurs réponses était sans équivoque. Même ceux qui avaient du mépris pour le Parti communiste n'attendaient qu'une seule chose, que la police chinoise écrase les manifestants à Hong Kong. On peut dire que sur ce point, Xi Jinping et sa propagande nationaliste
ont réussi à contrer les attaques de Jiang Zemin. Vous pouvez critiquer, sanctionner, menacer la Chine ou Xi Jinping sur les questions du Xinjiang ou de Hong Kong. Les effets, sans être nuls, seront très limités parce qu'une quantité non négligeable des Han fera bloc derrière lui, poussé par un nationalisme exacerbé. Mais le nationalisme est une arme dangereuse, une arme à double tranchant. Et c'est là toute la différence et tout l'enjeu avec la question de la persécution du Falun Gong. Les victimes de cette persécution sont principalement des Han, l'ethnie majoritaire en Chine. Quand Jiang Zemin a lancé la persécution du Falun Gong le 20 juillet 1999, une enquête du parti estimait entre 70 et 100 millions le nombre de Chinois qui pratiquaient cette méthode. Entre 70 et 100 millions de personnes étiquetées du jour au lendemain comme des ennemis du peuple à éliminer. La brutalité des campagnes de haine, la brutalité des tortures visant à transformer les pratiquants ont dépassé de loin les horreurs de la révolution culturelle. Si Xi Jinping avait exposé ces crimes, la faction de Jiang Zemin n'aurait pas pu résister, mais la colère du peuple aurait certainement emporté le parti avec. C'est pour cela que Xi Jinping n'a jamais osé l'utiliser de manière officielle, même quand il a ciblé les responsables du bureau 610 en charge de l'éradication du Falun Gong. Les crimes commis contre les pratiquants du Falun Gong n'ont jamais été cités, alors qu'ils sont de loin les plus importants. Alors comment cette guerre pourrait évoluer au vu de la situation actuelle ? Après un temps de pause qui a entouré le 19e congrès du parti en 2017, dû à un compromis temporaire entre Jiang Qinhong et Xi Jinping, la guerre est repartie de plus belle. Aujourd'hui, Xi Jinping fait tout pour détruire le réseau de Jiang Zemin, mais c'est ce réseau qui le protégeait, et Jiang et le parti, des crimes qu'il a commis. Alors que Xi est incapable de construire un réseau équivalent, 10 ans de guerre l'ont démontré. Ces attaques contre Jiang ne font qu'affaiblir le parti et la révolution culturelle que Xi a lancée pour reprendre le pouvoir risque très fortement d'exploser en plein vol. Alex Payette l'explique très clairement, je cite. « Xi a tellement chambardé de choses dans le parti que de quitter le pouvoir nu n'est pas vraiment une option sur la table, car le retour de balancier sera extrêmement expéditif. Ses collaborateurs n'ont pas les reins assez solides pour le défendre. Ils n'ont pas de réseau de soutien qui soit du même calibre que sous le régime de Jiang Zemin. Il va falloir qu'il dilue son pouvoir parce que tôt ou tard, il ne pourra plus se défendre. Il n'a pas réussi à créer des réseaux aussi étendus que ceux de Jiang Zemin qui le protègent toujours aujourd'hui, ce qui est extraordinaire lorsqu'on y pense. » Fin de citation. En effet, Jiang Zemin a 95 ans, a quitté le pouvoir au début des années 2000 et sa faction est toujours là, en première ligne face à Xi Jinping. Entre parenthèses, et pour que ce soit dit clairement, Hu Jintao et Wen Jiabao n'ont jamais eu le pouvoir réel. Ils n'étaient que des marionnettes autorisées par la faction de Jiang Zemin pour offrir un visage plus doux et rassurant face aux Occidentaux notamment, afin de mieux les berner, une stratégie courante des empires communistes. Alors comment Jiang Zemin a pu créer un réseau aussi puissant ? C'est en fait très simple. Le sang des pratiquants du Falun Gong constitue le ciment de la clique de Jiang Zemin. Pour le comprendre, je citerai Frank Dikötter, historien néerlandais spécialiste de la Chine moderne et professeur à l'université de Hong Kong, auteur de The Tragedy of Liberation, la tragédie de la libération. Il explique dans une interview au Nouvel Obs. Il n'existait pas en Chine une classe de propriétaires féodaux comme en Prusse ou en Russie. Plus de la moitié des paysans possédaient leurs terres, beaucoup jouissaient d'une propriété partagée au sein des clans et familles élargies, et seuls 6% étaient des fermiers. Mais ces derniers n'étaient pas beaucoup plus pauvres que les propriétaires. Les libérateurs communistes ont donc dû fabriquer une prétendue classe de féodaux. Les archives sont pleines d'histoires de gens vraiment très modestes qui vont être étiquetés propriétaires terriens. Ce sont des petits notables, des élus de l'ancien système villageois. Parfois, des villages entiers font corps derrière leurs élites, et il faut alors que l'armée populaire de libération châtie tout le monde. En général, les communistes réussissent à imposer l'idée d'une lutte des classes. Les méchants exploiteurs sont alors soumis à des séances de lutte terrifiantes. Insultes, humiliations, tortures, suivies d'une mise à mort publique. Les rapports confidentiels de l'époque destinés aux dirigeants estiment le nombre total de victimes à 2 millions de morts. Mais la motivation la plus profonde est à mon sens d'ordre politique. Il s'agit de créer un lien indissoluble entre la paysannerie et le pouvoir. Voici comment. Les cadres poussent la majorité à persécuter une minorité arbitrairement désignée. Au cours des séances publiques, les villageois doivent se lever un à un et dénoncer les méfaits des méchants.
Ils doivent tous participer à sa déchéance, à sa déshumanisation et pour finir assister à sa mise à mort. Ainsi, un pacte de sang liera désormais la paysannerie au parti. C'est à mes yeux l'acte fondateur de la République populaire. À partir de ce moment-là, tout le monde a du sang sur les mains et tout le monde vit dans la culpabilité et la peur. » Fin de citation. Jiang Zemin a agi de la même façon. Il a désigné une partie de la population innocente, l'a présenté comme un ennemi du peuple sous un torrent de propagande pour inciter à la haine, à la dénonciation ou encore à la torture. Toute la société a dû participer. Par peur ou pour une récompense en argent ou en nature, des écoliers ont dénoncé leurs camarades de classe, des travailleurs leurs collègues, des résidents leurs voisins. Pour atteindre leurs quotas et toucher leurs primes, des gardes de prison ont redoublé d'efforts pour rééduquer et transformer les récalcitrants. Les morts sous la torture compteront comme des suicides. Jiang Zemin a imposé la persécution du Falun Gong face aux réticences de la majorité des membres du Politburo en lançant un seul mot d'ordre. Vaincre le Falun Gong en 3 mois, en les ruinant économiquement, en les détruisant physiquement et en détruisant leur réputation. Pour contourner les réticences du Politburo, il a créé un organe tout-puissant, ayant autorité sur toute autre institution, le bureau 610, qu'on appelle aussi la Gestapo chinoise, et a commencé à promouvoir tous les fonctionnaires suivant sa politique avec zèle. Bo Xilai, l'étoile montante du parti des années 2000, promise aux plus hautes fonctions, est en réalité l'étoile de la mort de Jiang Zemin. Ses méthodes de torture et de persécution à Shanghai ont fait son succès. C'est ainsi que dans les années 2000, une grande partie des fonctionnaires, et même plus généralement de la nouvelle classe moyenne chinoise, s'est élevée dans ce pacte de sang. Quand on parle de la clique de l'ancien régime, la persécution du Falun Gong est l'éléphant, ou plutôt le fantôme dans la pièce, que personne n'ose regarder dans les yeux, dont personne ne veut parler, alors que tout le monde sait qu'il est là et en a peur. Je vous invite à lire, si ça vous intéresse, la lettre ouverte de l'avocat chrétien Gao Zhisheng. Nous devons immédiatement faire cesser la brutalité qui suffoque la conscience et la moralité de notre nation. Pour avoir écrit cette lettre ouverte, Gao Zhisheng a été torturé de la pire des manières. Sa sœur a été poussée au suicide par la police. Sa femme a réussi à fuir la Chine pour sauver ses enfants. Sans nouvelles de son mari depuis plusieurs années, elle pense qu'il est mort aujourd'hui, mais sans en avoir la confirmation. Alors revenons à la lutte entre Xi Jinping et Jiang Zemin. Dans un article du South China Morning Post du 26 novembre dernier, une filiale du groupe Fantasia, criblée de dettes, est devenue le premier promoteur chinois à faire face à une requête en liquidation. C'est la première fois qu'une requête en liquidation liée à des dettes offshore est déposée contre un promoteur continental ou ses filiales pour un montant de 149 millions de dollars dont Fantasia Investment Holdings était un garant. Comparé aux plus de 300 milliards de dettes d'Evergrande, on peut dire que c'est une brindille. Alors pourquoi cette annonce est-elle si importante ? Eh bien parce que la directrice de Fantasia Holding Group n'est autre que Zhang Baopao, la nièce de Zhang Shihong, le bras droit et éminence grise de Jiang Zemin. C'est un signe important de la perte de terrain de Zhang Xinhong et du fait que Xi Jinping se rapproche du cœur nucléaire de la faction de Jiang Zemin. Alors quelle sera la contre-attaque de Zhang Xinhong ? Après avoir utilisé le Xinjiang, après avoir utilisé Hong Kong, il est fort possible que Zhang Xinhong utilise le rêve de Jiang Zemin de réunifier Taïwan pour affaiblir, voire détruire Xi Jinping. Comment et pourquoi ? Parce qu'au-delà des discours nationalistes et conquérants des propagandistes du parti, personne en particulier au sein de l'armée ne pense réellement qu'une réunification par la force avec Taïwan est possible actuellement. Si Xi Jinping tempère, il sera présenté comme faible et lâche. S'il attaque et échoue, cela marquera instantanément la fin de son pouvoir. Et s'il se contente d'augmenter la pression sur l'île, c'est la condamnation internationale du régime qui augmentera et donc qui l'affaiblira. Le 24 novembre dernier, sur le site chinois dwnews.com, basé à Pékin, et que des rumeurs persistantes relient à Zhang Xinhong, un article a été publié sur la position historique de Jiang Zemin concernant Taïwan. Ce qui est sûr, c'est que cet article, toujours visible, ne peut pas sortir en Chine sans avoir le soutien de fonctionnaires de haut niveau. Cet article s'intitule « Jiang Zemin, la question de Taïwan est ma plus grande préoccupation ». Dans les grandes lignes, cet article présente Jiang Zemin comme le partisan d'une ligne dure contre Taïwan. Pour lui, la question de Taïwan ne peut plus traîner indéfiniment. Un calendrier doit être mis en place
et la question militaire reste définitivement une option possible, même souhaitable. Lors de la crise dans le détroit de Taïwan au milieu des années 90, sous l'administration Clinton, d'après cet article, Jiang Zemin était partisan d'une ligne dure, et c'est Deng Xiaoping, toujours en vie à l'époque, qui aurait calmé la situation. Vrai ou pas, peu importe, le plus important est que c'est un moyen de mettre la pression sur Xi Jinping. L'article se termine sur le discours de Jiang Zemin quand il a quitté la commission militaire centrale du Parti communiste chinois. Dans son discours de passation de pouvoir, Jiang Zemin a déclaré « La question de Taïwan est ma plus grande préoccupation. Pour résoudre la question de Taïwan, nous devons toujours adhérer à la stratégie générale des préparatifs culturels, offensifs et militaires. L'armée doit intensifier sa lutte militaire contre l'indépendance de Taïwan. » Fin de citation. Pour se défendre, Xi Jinping concentre sa contre-attaque sur Zhang Xinrong. Même si cela nécessite de sacrifier des pans entiers de l'économie chinoise et donc de prendre des risques très importants en termes de stabilité politique. Voici encore un extrait d'un article d'Alex Payette qui explique par exemple que la chute d'Evergrande a été calculée par Xi Jinping. Je cite. « La chute d'Evergrande n'est pas le fait du hasard, ni même seulement d'erreurs en matière de réglementation. Les difficultés financières extrêmes de Huarong, la chute potentielle d'Evergrande et dans une moindre mesure Fantasia, la restructuration de HNA et la prise de contrôle du Tomorrow Group ont un dénominateur commun, des liens avec le prince Qing, surnom de Zhang Xinrong, l'agent perturbateur par excellence pour Xi Jinping. Ainsi, le président chinois cherche à détruire une fois pour toutes les réseaux de Zhang ainsi que ses gants blancs, ses prête-noms, avant le congrès du parti en 2022. Cette prise de risque demeure donc calculée pour Xi. Il se doit de consolider son pouvoir, peu importe le prix à payer, ce qui n'est pas sans rappeler les campagnes politiques maoïstes, révolution culturelle en tête. N'oublions pas non plus qu'en poussant les grandes sociétés privées au bord du gouffre, Xi facilite la tâche du parti. Les compagnies n'ont alors d'autre choix que de céder des parts à Pékin pour une bouchée de pain. Ce qui ressemble à une sorte de nationalisation forcée, élément qui se retrouve à demi-mot dans le slogan de prospérité commune. Fin de citation. Nationalisation des terres, nationalisation des entreprises, nationalisation des appartements. Le rouge revient partout et ce sera sanglant. Xi pense faire ainsi d'une pierre deux coups, attaquer et affaiblir la faction de Jiang Zemin et Zhang Xinrong et remettre les compagnies qui ont été mises en faillite sous le contrôle de l'État. Fini la propriété privée, bienvenue en 2030. Vous ne possédez plus rien mais vous êtes heureux. La solution du Great Reset de Davos est déjà en marche en Chine. Selon les derniers chiffres publiés le 5 décembre, en novembre, les ventes des 100 meilleurs promoteurs immobiliers ont chuté de près de 40% en glissement annuel. Pour empêcher les prix de l'immobilier de baisser davantage, plus de 20 villes ont émis un soi-disant plafond sur la façon dont les prix de l'immobilier peuvent être abaissés. Je rappelle que 30% du PIB de la Chine provient du secteur immobilier. Sur la situation de l'emploi, un article en chinois intitulé « Une énorme vague de chômage arrive et 5 industries seront les plus durement touchées » explique que les principales sources de chômage proviendront des 5 secteurs suivants. Le secteur immobilier, les entreprises étrangères qui décident de quitter la Chine, les petites et moyennes entreprises qui seront contraintes de fermer, les entreprises de formation extrascolaire très en difficulté qui emploient des millions de travailleurs, et les entreprises du commerce électronique. Selon des médias officiels chinois, le nombre d'emplois flexibles a atteint 200 millions, et les personnes qui sont retournées à la campagne pour créer une nouvelle entreprise étaient plus de 13 millions l'année dernière. Mais le nombre total de personnes renvoyées au cours des dernières années à la campagne serait de 100 millions. Alors emploi flexible et personnes qui sont retournées à la campagne pour créer une nouvelle entreprise sont deux nouvelles expressions aux caractéristiques chinoises. Ce sont en fait des gens qui ont simplement perdu leur emploi, donc sans emploi. Mais comme en Chine on ne peut pas prononcer le mot sans emploi ou chômage, ils ont donc créé d'autres moyens d'exprimer la même chose, tels que l'emploi flexible ou se retirer à la campagne pour démarrer une nouvelle entreprise. L'estimation est donc que le nombre de chômeurs en Chine pourrait être d'environ 300 millions. Autre très mauvaise nouvelle, de plus en plus de provinces réduisent les salaires des fonctionnaires. Les fonctionnaires de Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Guangdong, Fujian, etc. se plaignent tous sur les réseaux sociaux que leurs salaires ont été réduits d'environ 20 à 30%. Même les policiers de la province du Guangdong ont subi des baisses de salaire.
En Chine, un poste dans la fonction publique est considéré comme un très bon travail, surnommé le bol de riz en acier, donc incassable, et la compétition est très intense pour en obtenir un. Parce que le régime compte sur les fonctionnaires pour maintenir son pouvoir, il devrait donc être le dernier groupe de personnes à subir des baisses de salaire dans la société. En Chine, le revenu des fonctionnaires se compose de deux parties. Une partie est le salaire de base qui vient du gouvernement central et qui représente environ 40% de leurs revenus. L'autre partie vient du gouvernement local qui représente généralement 60% ou plus de leurs revenus. Mais la plupart des gouvernements locaux dépendent de la vente de terres pour leurs propres revenus. C'est d'ailleurs une source énorme de corruption. Alors si le secteur immobilier s'effondre, qui va acheter de nouveaux terrains? C'est pourquoi les collectivités locales vivent des moments très difficiles. Alors si même les policiers voient leur salaire diminuer de 30% ou plus, qui va aider le régime à maintenir son pouvoir? Pour une société fermée, dont la stabilité est maintenue sous la contrainte par la violence d'une main de fer, toutes les petites fissures, les petits problèmes peuvent faire tomber le système entier. Malgré le sentiment qu'ont certains que la situation est sous contrôle, Xi Jinping joue un jeu très dangereux et Jiang Qirong restera en embuscade jusqu'au bout pour le renverser à la moindre opportunité. Plus l'intensité des affrontements entre la faction de Jiang Zemin et Xi Jinping augmentera jusqu'au 20e congrès du parti à l'automne 2022, plus le risque de voir des débordements incontrôlés deviendra important. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, prenons soin les uns des autres et à très bientôt.